Voilà. C'est l'Europe transfrontalière, donc c'est une... Vous avez même en 3 langues, Europäische Grenzregionen, région frontalière européenne, et European Border Regions. Donc c'est un institut qui s'en occupe, et après une gorgée d'eau, parce que j'en ai besoin, je continue. C'est la carte officielle de cet institut européen, créé en 1971 et qui s'appelle l'ARF, Association des régions frontalières européennes. Européen, il n'a d'européen que le nom. Tous les fondateurs sont allemands. Tous les présidents sont allemands. Tous les secrétaires généraux sont allemands. Alors, une petite exception, parmi les fondateurs, il y avait un Suisse allemand. Bon, alors ça reste germanophone. Alors tout de suite, quand on voit la chose, on se dit, mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, quand on cherche l'objectif de cet institut, donc Association des régions frontalières européennes, c'est de favoriser la coopération transfrontalière. Principe qui est bon à la base, car quand il s'agit de lutter contre la pollution qui ne connaît pas de frontières, de l'eau entre la France et l'Allemagne pour le Rhin, qu'il y ait des arrangements et une politique commune, tout à fait d'accord. Quand il s'agit par exemple de travailleurs frontaliers alsaciens qui vont travailler en Allemagne ou belges en France ou vice-versa, qu'il y ait des arrangements, tout à fait normal pour celui qui travaille mais qui va payer ses impôts en France, donc il n'y ait pas de problème, tout à fait normal. Mais la coopération ne veut pas dire coucher ensemble. Voilà, faire du Woodstock, voilà, partout généralisé. Or, le programme officiel de cet institut, ces textes officiels, c'est, je cite, de transformer les frontières nationales en frontières administratives. Et là, ça change tout, parce qu'une frontière nationale, c'est une frontière qui exprime la souveraineté d'un État. Une frontière administrative ne reconnaît plus la souveraineté d'un État. Une frontière administrative, c'est une frontière voilà. Ah, comme la Seine-et-Marne et la Exactement. c'est une frontière administrative. Voilà, qu'on peut modifier sans problème. Ce sont des frontières artificielles, comme les frontières héritées de la Révolution en France en damier, comme les Gaonnes de l'Allemagne nazie, toutes les frontières, et qu'on voit maintenant avec l'Union européenne, frontières administratives qu'on peut déplacer. Et c'est très intéressant, et je continue à nouer les liens. Quand le mur de Berlin est tombé en 89, et que la réunification allemande s'est faite l'année suivante, il y a eu le problème de la reconnaissance de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, la frontière de Neisse. Il n'y avait pas eu de traité. Et les représentants du BDV, issus de Poméranie et de Silésie et de Prusse, territoires polonais et russes, voulaient que ces territoires reviennent dans le giron allemand. C'était impossible. Et Helmut Kohl a prononcé un discours devant les représentants du BDV, discours que j'ai obtenu, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a raconté pour, en gros, leur dire, il faut reconnaître la frontière de Neisse. Et donc, apparemment, oublier ces provinces perdues allemandes de Silésie, de Poméranie. Et donc, j'ai lu son discours, et au début, c'est le blabla, la guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux, les Allemands et les Polonais sont amis dans une Europe unie, le baratin habituel. Vraiment, j'étais désespéré devant une avalanche de conneries. C'est uniquement à l'avant-dernier, dernière page du discours, où là, il y a le passage clé, où l'ami Kohl dit aux représentants silésiens, poméraniens, et en fait à tous les représentants de la Fédération des réfugiés, le BDV, alors je cite de mémoire, c'est pas mot à mot ça, mais presque, nous devons pratiquer une politique de coopération transfrontalière à l'Est, à l'égard de la Pologne et à l'égard de la République tchèque, comme nous pratiquons une politique au Sud, entre l'Allemagne et l'Autriche, entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et le Danemark. Cette politique que nous faisons à ces endroits-là, nous devons la faire aussi à l'égard des pays comme la Pologne et la République tchèque. Sous-entendu, regardez ce qui se passe au nord, à l'ouest et au sud de l'Allemagne, et vous comprendrez ce qu'on veut faire avec la Pologne et la République tchèque. Mais oui, avec la coopération transfrontalière, les frontières devenant administratives, la frontière de Neisse reconnue par l'Allemagne en 1990 comme frontière d'État, avec la coopération transfrontalière, elle devient frontière administrative. Et donc, elle saute. Et avec la liberté de circulation des Européens, et la Pologne et la République tchèque font partie de l'Union européenne, eh bien, les Allemands chassés de ces territoires peuvent revenir en toute légalité dans ces provinces de Silésie, de Poméranie, de Sudète, voire même réclamer des droits parce qu'ils ont été chassés sans indemnité. Donc ça crée un méli-mélo terrible d'un point de vue juridique. Bon, alors,
officiellement, vous voyez sur cette carte, vous avez les carrés bleus qui correspondent au territoire transfrontalier. Ça, c'est sur la vue 10. Hein, voilà. Et en fait, ces carrés ou ces rectangles bleus correspondent à ce qu'on appelle des eurorégions. Et je pense qu'il y a certains étudiants il y en a beaucoup à qui ça doit dire quelque chose. Les eurorégions, oui. Et voilà, celles qui vont suivre vont illustrer. Parce que les eurorégions, qu'est-ce que c'est? C'est l'émergence de régions de part et d'autre d'une frontière devenue défunte, administrative, pour les réunir, pour créer de nouvelles entités territoriales artificielles. Les eurorégions sont les départements de l'Union européenne. Oui, c'est le même principe révolutionnaire de frontières artificielles, de régions qui n'ont jamais existé. C'est ce qu'on va voir avec les exemples qu'on va voir dans quelques minutes. De régions purement artificielles, comme l'esprit de la Révolution de créer des entités territoriales d'un homme nouveau, débarrassé. C'est pas la province Bretagne ou Catalane. Eurorégion que je rappelle, parce que certains qui peuvent penser que c'est un projet lointain, pas du tout. Ça se joue maintenant. Il y a eu un référendum en Alsace, au mois d'avril, que nous avions couvert à l'époque, et qui a abouti à un nom, et qui était, l'enjeu réel était l'eurorégion. Et je dois dire que notre présence sur le terrain a fait évoluer le sujet, parce qu'au départ, personne n'en parlait. Et le discours, alors c'est fabuleux, c'est le discours de clôture donc de Richter et de toute sa clique, Kernel, etc. Interchangeable. Qui sont venus nous expliquer que justement l'eurorégion était bien l'avenir de l'Alsace. C'est la première fois qu'on les entendait prononcer ce mot d'eurorégion, et tout le discours était basé pour... Ah non, mais c'est carrément... ils nous disaient, oui, l'avenir des Français, en fait, c'était... L'Allemagne n'embauchait pas assez de Français. Et carrément, ils nous disaient, oui, il faut... C'est la version du STO, le service de travail obligatoire des années 40. J'étais avec un ami, quand il y avait ce discours-là, je lui disais, mais j'ai l'impression que c'est le discours nazi. Il me disait, oh, t'exagères. Je disais, mais écoute ce qu'il est en train de dire. Il disait, il n'y a pas assez d'Allemands, les Allemands font venir beaucoup d'Espagnols et pas assez de Français. Ouais. Il a dit texto ça. Exact. Ça c'est très vrai, parce que l'Allemagne, du fait de sa démographie catastrophique, c'est Angela Merkel qui l'a dit, a besoin de 6 millions de travailleurs pour l'année 2025 pour remplacer les départs en retraite. Voilà. Donc ils sont obligés, l'Allemagne est au cœur de l'Europe, c'est la pompe aspirante, et donc faire venir travailleurs français, italiens, grecs, voilà. Et donc ce que vous dites est tout à fait juste, et les eurorégions sont là pour donc dynamiter les cicatrices de l'histoire, je cite le terme officiel, pour permettre la disparition de ces frontières étatiques, source de rivalité et de guerre, pour ce serait la main, la paluche, on est tous frères, et voilà, qui veut faire l'ange fait la bête, ça c'est tout classique. Alors, cette coopération transfrontalière pour permettre l'émergence des eurorégions, dans le cadre de la construction européenne, de la destruction des États, se fait dans le cadre d'un sigle qui s'appelle Interreg. INTERREG, c'est interrégional, et après il y a des numérotations Interreg A, B, A1, etc., parce qu'il y a des subtilités, des subdivisions, mais le principe, quand on voit Interreg, on sait que c'est pour la coopération transfrontalière et détruire les États pour favoriser les eurorégions. Alors, on va voir ces fameuses eurorégions, quelques prototypes. Alors, parce que là, c'est intéressant, là. Alors, là, il y en a une très belle, alors c'est la vue 11, Voilà, la coopération transfrontalière entre la France ou l'Espagne, où vous avez des régions côté français qui émergent, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et côté espagnol, les îles Baléares, la Catalogne et Aragon. Alors je crois que Aragon a été un peu rejeté un peu dans l'histoire, mais enfin il y a toujours cette entité, Pyrénées-Méditerranée, donc c'est un département à l'échelle d'un continent, artificielle, il n'y a jamais eu de principauté de Pyrénées-Méditerranée, ça n'a jamais existé. Et c'est les départements donc créent un homme nouveau, déraciné, qui n'est plus espagnol, qui n'est plus français, qui est européen, prélude au citoyen mondial qu'on retrouve dans Le meilleur des mondes avec Mustapha Meunier, le patron de l'Europe unifiée, qui n'est plus arabe, qui n'est plus français, un produit hors sol, voilà. C'est ça qui permet de tendre le cou aux racines, aux traditions, etc. et à l'identité française comme à l'identité espagnole. Donc, il faut bien comprendre la logique du système. Primauté donnée aux régions dans le domaine politique, économique, etc., fiscal, administratif. Linguistique, quand il y a des langues particulières, là, ce sont les groupes ethniques. Disparition des frontières, qui s'en occupe, un institut européen, il s'appelle comment? L'ARF, qui, je vous dis, a été donc fondé par les Allemands et
qui, d'ailleurs parmi les Allemands, parmi les dirigeants allemands, il y avait un type très connu qui fait partie du gouvernement Merkel. Enfin là actuellement il y a une coalition qui est en train de se mettre en place, donc il va changer de poste peut-être, je ne sais pas, mais jusqu'à une date récente, qui était le ministre des Finances du gouvernement Merkel, qui s'appelait Wolfgang Schäuble. Schäuble était le patron de l'ARF. Donc pour vous dire que l'ARF, c'est pas une assemblée de Boy Scouts, c'est bon. Ouais. Et jusqu'aux années 90 à peu près, donc l'administration, l'encadrement était purement germanique pour l'ARF, et pour la première fois dans les années 90, ça a été un non-allemand qui a dirigé l'ARF. Un espagnol. On grade le mot espagnol, cet homme s'appelait Joan Valve, en fait, c'est un catalan. Et donc, en tant que catalan, il est très intéressé à voir la frontière catalane, Barcelone, avec le Roussillon français devenir une frontière administrative, car avec l'Eurorégion, on réunit les deux entités en un seul bloc, et comme il dit lui-même, faire disparaître le traité des Pyrénées de 1659. Et vous avez un Hollandais qui a aussi dirigé l'ARF, et je ne vous donne pas tout de suite le nom de l'actuel dirigeant. Je vais le donner dans une minute ou deux. On va voir à la carte suivante. Vous avez là ce qu'on appelle la grande région qui regroupe la Lorraine, la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et la petite minorité germanique, enfin germanophone de Belgique, de Pen de Saint-Vith, donc la communauté germanophone de Belgique, qui est dirigée par donc un sorte de gouverneur qui est donc de langue allemande, une minorité allemande de Belgique, qui s'appelle Karl-Heinz Lamberts. Eh bien, Karl-Heinz Lamberts, outre le fait d'être le patron de la minorité allemande de Belgique, est le patron actuellement de l'ARF. Voilà. Donc, vous pensez bien pour que la grande région qui donc réunit des régions anciennement allemandes, anciennement françaises et anciennement belges, et même carrément un État avec Luxembourg, eh bien, lui, en tant que patron de l'ARF et en même temps patron de la communauté germanophone, ben, il connaît le boulot parfaitement. Il doit d'ailleurs bien le connaître, puisqu'il y a quelques années ça, il a reçu le grand prix, la Grande Croix du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, des mains de l'ambassadeur d'Allemagne en Belgique. Donc à mon avis, quand il a reçu ce prix, je me suis dit, toi mon bonhomme, tu as dû apporter quelque chose qui a rendu service. Voilà. Donc vous voyez, bon, alors, on va voir l'autre Eurorégion, et c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est l'Eurorégion, Alsace, Pays de Bade. Et puis il y a une partie de la Belgique, de la Suisse avec Bâle. Voilà. Ouais. Et en fait, les eurorégions, il y a des subdivisions, parce que pour l'eurorégion Alsace-Pays de Bade, on a le Rhin au milieu, Strasbourg. Et il y a une chose, vous voyez, regardez la configuration géographique de l'Alsace-Pays de Bade. Vous voyez. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la carte de l'Europe des régions, la Waffen-SS? Oui, c'est la... Alors c'était laquelle? C'est la 3. C'est la carte numéro 3. Et on va comparer. Et quelquefois on se dit que c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. Voilà, donc exactement la même carte. Voilà, et on va y aller. Et quand même, je veux dire, il y a des traditions qui ne se perdent pas. C'est celle-là. Parce que regardez la zone géographique Alsace-Pays de Bade, Strasbourg est au milieu, c'est pareil. C'est grave. Ils ont repris vraiment quelques nuances près, peut-être frontière un peu plus de 2 km au sud, l'autre un peu moins de 1 km. Mais en fait, c'est ça qui est frappant. Le principe, il ne bouge pas. Après, il y a des nuances de réglage. C'est un peu comme je vous montrais la carte de Heineken avec la France en 7 blocs. Eh bien, la carte de la France pour les élections européennes, c'est 7 blocs, mais il n'y a que... On a bougé un petit peu, mais en gros, c'est ça. Voilà. Et Heineken, c'est date de 92, lui-même héritier d'un courant de pensée, parce que ce ne sont que des successeurs qui apportent leur papier, plus ou moins adaptés à la situation, mais le principe, il ne bouge pas depuis 89. Vraiment, 1789 est une date extraordinaire dans l'histoire de France, de l'Europe et du monde. C'est un basculement où la France a donné le mauvais ton, parce que la France jacobine d'uniformisation de l'homme nouveau, qu'on retrouve dans le nazisme, qu'on retrouve dans le communisme et qu'on retrouve dans les instances européennes, créer un homme nouveau, débarrasser de ses traditions, et la théorie du gender en est le parfait exemple. On n'est ni homme ni femme, on devient, je veux dire, je suis désolé, regardez dans votre caleçon. Bref, sauf pour quelques âges qui ont vraiment des problèmes psychologiques, c'est-à-dire 0,0001%. Le reste, on sait quand on est un mec, on sait quand on est fille. Bon, il y a des limites. Donc, cet esprit-là, il perdure.
avec des répercussions matérielles. Et là, on a l'Alsace. Si le référendum avait été positif, c'était la porte à ça. Alors je sais qu'il y a actuellement une tentative via l'amendement Guémard de supprimer les référendums. Oui, parce que le peuple, il est pas bien. Mal à chaque fois. C'est comme les Français et les Hollandais en 2005, ils ont eu l'audace, l'outrecuidance de dire aux autorités européennes, pardonnez-moi l'expression, fuck. Eh bien, l'ami Sarkozy l'a mis suppositoire en passant par adoption au niveau du Parlement, enfin du Congrès, l'adoption du traité de Lisbonne, qui est en fait exactement le même, simplement ils ont changé la numérotation d'articles, c'est exactement pareil, mais les Français n'ont pas eu... C'est un rédacteur du traité, a dit, il n'a rien changé, il est exactement pareil. Très heureux. Voilà. Et on a envie de dire aux Français, un peu de dignité, non, on ne peut pas être encore un autre suppositoire. Voilà. Et là, le coup de l'Alsace, où ils ont essayé avec l'amendement Guémard, qui stipule qu'on peut faire des modifications de frontières, de départements, de régions, de réunions de départements et de régions, sans passer par référendum. C'est-à-dire faire tout le remodelage pour créer ces fameuses euro-régions. C'était dans leur discours. Ils disaient clairement dans leur discours, nous voulons avoir la possibilité de pouvoir passer des traités internationaux et avoir un pouvoir d'État local. C'est le président de la région Alsace. On a les images. Small is beautiful. Small is beautiful, comme disait le Paul Kort. Alors, mais ils nous disaient tout. Ils veulent carrément le droit, alors ça c'était fantastique, d'apprendre l'allemand. Alors ils disent l'alsacien. Oui. Alors l'alsacien, oui, mais attention, l'allemand est l'écrit de l'alsacien. Ça c'est ce que... Vous savez, c'est comme pour la Suisse, vous avez le Schweizerdeutsch, qui est un dialecte germanique, mais l'allemand écrit dans les journaux suisses alémaniques, c'est pas du Schweizerdeutsch, c'est du Hochdeutsch, du haut-allemand. Donc ils veulent apprendre l'allemand avant le français, c'est ce qu'ils prétendaient. D'ailleurs, il a même dit, une phrase qui était fabuleuse, il dit, oui, les enfants, il faut qu'ils apprennent l'allemand avant le français, parce que c'est comme ça qu'ils deviendront meilleurs en français. C'est curieux. C'est très curieux. Moi, je sais pas, j'apprendrai d'abord ma langue maternelle. C'est très curieux. On a affaire des idéologues, mais c'est surtout révélateur d'une volonté acharnée de bouleverser l'Europe. Vous savez, mon premier livre, Minorité et régionalisme, il y a un sous-titre. Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe. Je n'ai pas mis ce sous-titre pour faire joli, non, parce que à l'époque, il y a 15 ans de ça, quand j'ai étudié les documents officiels, je me suis dit, mais ça va flanquer de pagaille. Voilà. Et un élément aussi qu'il faut dire, parce que le patriotisme, malheureusement, les Français sont de moins en moins patriotes. Donc, on se dit, quand on ne peut pas convaincre les gens par le patriotisme, il y a un autre élément qui les concerne, où là, ils réagissent, c'est leur portefeuille, leur compte en banque. Alors là, je vais dire à ces Français qui se foutent de la France, réfléchissez un peu. Parce qu'il y a des régions riches, il y a des régions pauvres. Il y a des euro-régions qui seront vraiment riches, d'autres beaucoup moins. Malheur à ceux qui vont vivre dans des euro-régions, bonheur pour ceux qui vont vivre dans les régions euro-régions riches, parce qu'ils vont bénéficier d'avantages en tout genre. Mais ceux qui vont vivre dans des régions pauvres, eh bien, ils vont avoir des remboursements de médicaments beaucoup moins importants, des salaires moins importants. Je rappelle qu'en France, qu'on travaille à Brest, Dunkerque, Paris, Clermont-Ferrand, il y a encore une égalité du citoyen devant la loi, le même salaire, le même SMIC, les mêmes remboursements. C'est-à-dire que peu importe le lieu géographique, il y a quand même un traitement, ça commence à être écorné au coin. Mais normalement, il y a encore une égalité de traitement. Mais avec ce processus d'éclatement où les régions vont s'émanciper, si vous vivez dans une région riche, fantastique. Mais si vous vivez dans une région pauvre, votre salaire va baisser. Je rappelle que vous avez des hommes politiques comme Balladur et Madela qui évoquent la mise en place de SMIC régionaux. À votre avis, le SMIC régional d'Alsace et le SMIC régional d'Auvergne, ça va être pareil ou il ne va pas avoir un petit décalage? Réfléchissez, vous n'êtes pas patriote, au moins, et ça montre quand même votre bassesse, c'est que vous n'êtes pas foutu de penser d'une manière haute, alors il faut toucher au fric. Si vous vivez à Clermont-Ferrand, à mon avis, vous allez ramer. Voilà. Si ça peut vous aider à vous faire sursauter un peu, voilà. C'est triste à dire, mais il faut toucher les gens par des trucs ras des pâquerettes. Attention, l'argent, il faut le respecter, mais
il y a des moments où on a envie de dire aux Français, mais ayez un peu des pensées hautes. Et donc, toucher les gens par l'argent, leur dire, attendez, avec ce truc-là, si vous vivez dans des régions riches, tant mieux pour vous. Mais si vous vivez dans des régions avec des problèmes, vous aurez des emmerdes. Ça peut les réveiller. C'est triste à dire, mais il faut utiliser tous les moyens. C'est bon. Alors, vous voyez cette eurorégion. En fait, l'eurorégion est des subdivisions. Il y a centre, Trirena et je ne sais plus, Pamina. Eh bien, nous allons voir la carte suivante, qui ce sont les eurorégions autour de l'Allemagne. Et vous allez voir, 14. En particulier, les raccords. Alors, vous voyez, entre la France et l'Allemagne, l'eurorégion Alsace-Pays-de-Bade avec Trirena, Centre, Pamina. Et puis toutes les eurorégions autour de l'Allemagne, avec les Pays-Bas, la République tchèque, la Pologne, etc. Ils récupèrent tout ce qu'ils ont perdu en partie. Alors, donc ces frontières deviennent administratives. Et rappelez-vous ce que je disais, obligé de transformer les frontières nationales en frontières administratives. Regardez les eurorégions côté tchèque. Eh bien, côté tchèque, les eurorégions correspondent exactement à l'implantation ethnique des Sudètes expulsés après 1945. Et comme par hasard, le BDV, la Fédération des réfugiés, dont on trouve entre autres Bernd Posselt qui travaille avec la Pan-Europe, ils soutiennent à mort ce principe d'eurorégion parce que c'est une possibilité de retrouver de manière tout à fait légale, dans un cadre politique, juridique, financier, des territoires qu'ils avaient perdus. Donc on voit, c'est très intéressant de voir les eurorégions côté tchèque qui correspondent exactement à l'implantation ethnique des Sudètes après 1945, enfin au moment de l'expulsion de 1945. Bon. Ça c'est incroyable. Donc, on voit qu'il y a un travail de ça. Alors évidemment, ça ne concerne pas que l'Europe, ça concerne le monde entier. Alors pour évoquer ce nouvel ordre mondial, je me suis dit par quoi je vais commencer. Et je me suis dit, il faut commencer par un document, puisque nous allons dans quelques mois fêter le centenaire de la Première Guerre mondiale. Juin 1914, Sarajevo. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, lui et sa femme, qui se font assassiner à Sarajevo. Bon, par un truc pas clair. C'est quoi la main noire? La main noire, enfin tout ça c'est lié à des mouvements maçonniques pas très clairs, enfin qui sont jamais clairs de toute manière. Bon. Alors, voyez-vous, nous sommes à quasiment un siècle de la Première Guerre mondiale. On va fêter, et c'est normal, souvenir de la Première Guerre mondiale, mais le problème c'est qu'on ne va pas donner, sauf exception, et grâce à Meta TV, ça sera l'exception, la raison profonde à l'origine de la Première Guerre mondiale. Les Français en 2013 ne connaissent toujours pas les raisons de la Première Guerre mondiale. Parce que cet événement de la Première Guerre mondiale a été vraiment l'élément déterminant qui a permis la mise en place par étapes de tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit le marché transatlantique, les blocs continentaux qui se mettent en place, avec ensuite aussi la création de l'État d'Israël, la reconnaissance d'un foyer juif, Balfour en 1917, 1916, pardon, 1917, c'est la révolution bolchevique. Donc on voit que la Première Guerre mondiale est à l'origine de tous les maux qui s'abattent et qui vraiment s'abattent et qui même s'enracinent et qui sont en train de nous étrangler. Donc il faut aller à la racine. Quand on parle des origines de la Première Guerre mondiale, on cite des éléments justes mais secondaires. On va dire que un élément qui a joué, enfin voilà, la guerre de 14, c'est le fait que les Français n'acceptaient pas que l'Alsace-Moselle, on dit Lorraine, mais c'était l'Alsace-Moselle, la région de Metz, soit possession allemande depuis 1871. C'est vrai, ça crée une zizanie. Il y avait rivalité entre l'Empire russe, le panslavisme, et le pangermanisme, Guillaume II, Deuxième Reich. Donc il y avait plein d'éléments. Rivalité économique entre l'Allemagne et l'Empire britannique, l'Allemagne prenant peu à peu le pas économique sur l'Angleterre. Ces éléments ont joué évidemment un point énorme. Mais ce sont des éléments, entre guillemets, secondaires. L'élément, il est d'ordre géopolitique avec des répercussions économiques. Voyez-vous, l'Empire britannique est né, c'est vraiment développé après la défaite française, la Révolution française, le Directoire, l'Empire, 1815, la France est ratiboisée en 1815. Et là, il y a un excellent bouquin qui est sorti il y a des années, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, de René Sédillot, Le coût de la Révolution française. C'est comme pour les coupes de cheveux, before et after, avant et après. Vous avez la situation de la France avant la Révolution et la situation de la France après.
d'un point de vue économique, démographique, les dégâts d'un point de vue culturel, où il y a eu des chefs-d'œuvre en France qui ont été détruits, et donc la France était ratiboisée. Je rappelle que la France, en additionnant tous les morts des guerres de l'Empire, les guerres de la Révolution, le génocide vendéen, pour une population de 26-27 millions d'habitants, il y a eu à peu près 2 millions de morts. C'est-à-dire autant que les Français morts durant la Première Guerre et Seconde Guerre mondiale avec une population de 40 millions. Bon. Donc en 1815, ces 2 millions à peu près d'hommes, qui avaient entre 18 et 35 ans, parce qu'à l'époque on vivait moins jeune, eh bien c'était 2 millions de reproducteurs en moins, et puis aussi 2 millions d'hommes qui n'allaient pas travailler, qui n'allaient pas avoir... Quand on est jeune, on a souvent des idées pour lancer une entreprise, etc. Donc la France est un pays qui est scié en 1815, et c'est vraiment le lancement et le développement de l'Empire britannique, qui va occuper, grosso modo, un quart des terres émergées, le Canada, une partie de l'Afrique, et l'Inde, la perle de l'Empire, ou même l'impératrice, enfin la reine Victoria sera, couronnée impératrice des Indes. Bon, cet empire britannique passait par la marine, une marine qui était la première au monde, marine de guerre, marine commerciale, marine qui fonctionnait au charbon. Et puis fin 19e, début 20e siècle, vous avez la Révolution, où on passe du charbon au pétrole. Et donc, ça a été une mutation extraordinaire, puisqu'il a fallu, que ce soit pour l'Angleterre, et puis comme pour toutes les grandes puissances, que ce soit d'un point de vue militaire et économique, enfin la flotte marchande, mettre les bateaux en cale sèche, enlever tout l'attirail pour les faire fonctionner au charbon, pour ensuite mettre les outils, enfin tous les éléments permettant de fonctionner au pétrole, enfin au mazout. Bon. Et cette mutation s'est faite pour les navires de guerre dans les années 1900, 1901, 1902, 1903. Bon. Dans cette histoire, la Grande-Bretagne était la première puissance maritime, mais talonnée par l'Allemagne de Guillaume II, qui voulait, je cite son expression, sa place au soleil, et qui avait mis en place, sous l'impulsion du grand amiral allemand von Tirpitz, la Horsey-Flotte, la flotte de haute mer, qui devait tenir la dragée haute à la marine de guerre britannique. Et les Allemands, comme les Anglais, ils sont passés du charbon au pétrole. Voilà. Mais le pétrole, à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, il est où? Côté péninsule arabique, l'Euphrate, côté de l'actuel Irak. Alors il y avait aussi au niveau de la Perse, l'actuel Iran. Et là, on va commencer à toucher du doigt l'élément premier. L'Allemagne du Deuxième Reich de Guillaume II était liée et alliée à qui? L'Autriche-Hongrie. Et à l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, ce n'était pas uniquement la Turquie actuelle, c'était la Turquie, plus une grande partie de la péninsule arabique. Il y avait quelques zones de la péninsule arabique qui échappaient à l'Empire ottoman, mais en gros, les pays actuels qu'on appelle Israël, Liban, Syrie, Irak, Koweït, et une grande partie de l'Arabie saoudite, faisaient partie de l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne. Les zones pétrolières, ce sont les zones de l'actuel Irak qui se trouvent à Kirkouk et à Mossoul. L'Empire ottoman allié à l'Empire allemand. Et fin 19e siècle, les autorités politiques, économiques, militaires allemandes veulent lancer la création d'un sort de bloc économique unifié, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, en particulier avec un élément capital qui est le Bagdad-Ban. Bagdad, la ville de Bagdad, et Ban, la voie ferrée. Alors on va voir la vue 15. Voilà. Alors, cette carte-là, elle provient d'un bouquin d'un grand monsieur, d'un grand historien français et professeur en relations internationales qui s'appelait André Sheradam, qui est mort dans les années 47. C'est lui qui a balancé l'information. Autant vous dire que côté anglo-saxon et allemand, ils connaissent l'histoire, mais en France, on ne connaît pas. André Sheradam a sorti un bouquin en 1916 intitulé « Le plan pangermaniste démasqué ». Et là, il montre alors deux choses. Vous avez en pointillé les États allemands et austro-hongrois, enfin les États de l'époque. Et en caractère gras, le noir gras, vous avez les frontières des années 1915-1916, ce sont les lignes de front à l'ouest, où une partie de la France est occupée, une partie nord, et puis à l'est, les frontières des armées allemandes et austro-hongroises qui ont marqué et grignoté l'empire des tsars. Voilà, donc c'est ce bloc. Et vous avez ce tracé qui part de Hambourg,
qui traverse l'Autriche-Hongrie, allez, l'Allemagne, pas de problème, et qui traverse, la Serbie, qui n'était pas allée l'Allemagne. Bon, ensuite qui continue la Bulgarie, allez, l'Allemagne, et l'Empire ottoman, et là, bon, c'est un trait évidemment simplifié, qui zigzague à travers les vallées ottomanes, qui traverse la Mésopotamie et qui va jusqu'à l'actuel Koweït, le Châtel arabe. Et quel est le projet grandiose des autorités politiques, économiques, militaires allemandes à la fin du XIXe siècle sous l'égide de Guillaume II? C'est de réussir à créer un bloc terrestre réunissant ces trois États, une sorte de communauté économique unifiée, avec un cordon ombilical, le Bagdad-Ban, qui était un oléoduc sur rail. C'est-à-dire que l'Empire ottoman alliait l'Allemagne, producteur de pétrole. Eh bien l'Allemagne, avec cet oléoduc sur rail, le Bagdad-Ban, cette voie ferrée, eh bien avec cette voie ferrée, les Allemands contrôlaient la production et l'acheminement du pétrole. C'est eux qui contrôlaient le robinet du pétrole. Et en face, les Anglais disaient « Oh, shit !» Nous, Anglais, puissance maritime, première puissance maritime, économique, militaire, nous allons dépendre de la puissance terrestre allemande qui, alliée à l'Empire ottoman, pourra contrôler le robinet de pétrole quand ils le veulent. C'est-à-dire que nous perdons notre suprématie. Et c'est pas pour rien qu'avant la guerre de 14, vous avez plein de guerres balkaniques entre la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie. Pourquoi? Tout ça, c'était excité par les Anglais qui voulaient créer une pagaille telle pour ralentir la construction du Bagdad-Ban. Et c'est révélateur. Vous avez le livre de William Engdahl, Pétrole, une guerre d'un siècle. William Engdahl, qui est un professeur de relations internationales américain, qui a enseigné dans les grandes universités américaines, qui a publié un bouquin, donc ce titre, Pétrole, l'histoire d'un siècle, qui est sorti en 2003-2004, où il publie le texte du Times, journal anglais le Times, des années 1895-96, je n'ai plus la date exacte, où le Times, donc c'est l'époque où il y a les premières ébauches du Bagdad-Ban, où le Times, qui est en fait le porte-parole des grands, de l'aristocratie, enfin le lobby anglo-saxon, dit en gros ceci: si les Allemands réussissent à construire ce Bagdad-Ban et donc à contrôler la production de pétrole, etc., nous, Anglais, c'est terminé. C'est terminé. Et malgré les guerres balkaniques des années 1911, 12, etc., ce Bagdad-Ban se mettait peu à peu en place. Et la guerre de 14, qui, comme par hasard, a éclaté en Serbie, qui était le talon d'Achille de l'Allemagne, parce que, pour des raisons d'ordre géographique, la Serbie, une plaine, la plaine de Voïvodine, entre autres, était plus facile de passer cette frontière. Comme par hasard, William Engdahl, dans son bouquin, cite le nom de l'officier anglais qui travaillait au sein de l'état-major serbe et qui était là en fait pour surveiller la construction et l'évolution du Bagdad-Ban. Et pour dire attention, attention, ils avancent, et si ça continue, nous autres Anglais, on va passer en seconde zone. Voilà, c'est ça. La guerre de 14, l'Angleterre a joué son va-tout. Si l'Allemagne réussissait à aller jusqu'au bout avec la construction de Bagdad-Ban et la création de ce bloc économique, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, eh bien c'était terminé. Et ça allait encore plus loin, parce qu'en plus du Bagdad-Ban, qui va jusqu'à l'actuel Koweït, qui n'existait pas, je rappelle que c'est le lendemain de la Première Guerre mondiale que l'Empire ottoman éclate, et comme par hasard, les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont récupérer comme pays? L'Irak et le Koweït. Ils nous ont laissé les dates avec la Syrie et le Liban. Eh bien, qu'est-ce que voulaient faire les Allemands en allant jusqu'au Koweït? Ils voulaient construire une super base navale qui, partant du Golfe Persique, allait attaquer l'Inde, la paire de l'Empire britannique. Voilà, c'est ça la raison première à l'origine de la Première Guerre mondiale. C'est ça, les Anglais savaient que si le projet allait à son terme, c'était terminé pour eux. C'est ça. Et donc, le coup de l'Alsace-Lorraine, etc., oui, ça a joué. Donc, ils embarquent la France un peu dans cette histoire. Parce que c'est l'alliance contre nature, France-Angleterre. Oui, mais là, ils avaient besoin d'un soldat sur le continent. Et je rappelle que la grande intervention britannique en Europe, c'est en 1915, les Dardanelles, enfin avec des Britanniques, des Australiens aussi, les Néo-Zélandais, Dardanelles, où il y a eu une tentative de débarquer des Anglo-Saxons donc au niveau du détroit de Bosphore. Pourquoi? Pour essayer de séparer
l'Autriche-Hongrie d'un côté et l'Allemagne de l'autre, d'un côté, de l'Empire ottoman. D'où aussi l'action de Laurence d'Arabie, qui va essayer de mobiliser les Arabes contre l'Empire ottoman, parce que c'était vraiment la chose. Voilà, donc c'est ça l'élément premier, c'est le Bagdad Ban, et c'est la Serbie qui était le talon d'Achille. Et je rappelle, au mois de mars 1999, quand il y a eu l'attaque de l'OTAN contre la Serbie, enfin la Yougoslavie de Milosevic, eh bien c'est la même histoire, car il devait avoir la construction d'oléoducs et de gazoducs passant à travers la Yougoslavie de Milosevic. Ce dernier ne voulait pas, parce qu'en gros ne voulait pas être assujetti au monde occidental, et on lui a fait la guerre. C'est mars 1999, c'est Sarajevo, c'est 1914. Simplement, ça n'a pas éclaté comme en 1914. C'est la même histoire. Et d'ailleurs, à peine les Américains, en 1999, ont écrasé la Serbie avec l'aide des Allemands, parce que je rappelle que l'Allemagne a joué un grand rôle, dans l'éclatement de la Yougoslavie. De la Yougoslavie, vous savez, l'histoire est ironique. Je cite cet exemple. Vous aviez des services secrets allemands en Albanie qui soutenaient les mouvements indépendantistes kosovars contre les Serbes. Eh bien, le dirigeant des services secrets allemands en Albanie s'appelait Kesselring, et son père était maréchal de la Luftwaffe qui avait bombardé Belgrade en 1941. Il y a des traditions familiales comme ça. Vas-y fiston, j'ai pas pu faire le boulot en entier. Je te repasse le flambeau. Voilà, bon, mais ça, c'est pas la télé qu'on va le dire. Vous citez un autre exemple de choses qu'on vous dira jamais, enfin dans les médias officiels, sauf Méta TV. Vous avez eu, par exemple, en 2001, la représentation de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en Biélorussie avec le dirigeant Loukachenko. Voilà. Bon, Loukachenko, d'accord, il est assez rude. Bon, c'est vrai. Mais enfin, vous savez, je critique pas trop quand on voit les pourritures qui nous dirigent en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre. C'est pas parce qu'un tel n'est pas bien que chez nous c'est bien. Donc je serai plus mesuré. Bon, Loukachenko, et après je vais continuer, mais je jongle un peu pour vous montrer l'arrière-fond de la boutique. Il faut toujours aller dans les coulisses. Quand ça pue, c'est bon. Loukachenko, dans les années 2001, accusait les représentants de l'OSCE de pratiquer l'espionnage. Et à l'époque, en 2001, en Biélorussie, le dirigeant, le patron de l'OSCE en Biélorussie est un Allemand qui s'appelait Hans-Jörg Wick. Et quand Loukachenko critiquait cet homme en disant que c'était un espion, évidemment dans les médias occidentaux c'était n'importe quoi, c'est un abruti, etc. Eh bien non, sur ce point-là, Loukachenko avait raison. Parce que automatiquement je me suis dit, bon, pourquoi il dit ça? Il doit avoir un truc. Si vraiment il mentait, c'est stupide, c'est un mensonge bête. Et j'ai fait quelques petites recherches, et oui. Hans-Jörg Wick, patron de l'OSCE, alors officiellement l'OSCE pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, enfin ça c'est des trucs tarte à la crème, hérité directement du judaïsme talmudique, mais ça on en parlera, pour détruire les États européens. Eh bien, ce Hans-Jörg Wick a été dans les années 80 le grand patron des services secrets allemands, le BND, le Bundesnachrichtendienst. Pour ceux qui auraient des doutes, vous allez sur le site du BND, Bundesnachrichtendienst, et vous allez à la rubrique, je crois c'est Geschichte, Histoire, et vous avez tous les patrons du BND depuis 1949, dont le premier d'ailleurs, Gehlen, était un ancien SS, mais ça permettait aux Allemands de le tenir. Enfin bon bref, et dans les années 80, vous avez la tête de Hans-Jörg Wick en plus jeune par rapport à l'homme en 2001. Voilà, donc sur ce point-là, Loukachenko avait raison. Donc, vous voyez, très intéressant, je vous parlais de Hans-Jörg Wick, pour Kesselring, pour l'Albanie, qui souvenait, voilà, il y a des traductions comme ça. Bon, donc vous voyez, il y avait cette volonté d'établir ce Bagdad Ban. Et ce qu'on a vu en 2014, c'est pour mettre fin à une tentative du monde anglo-saxon face à la tentative allemande de créer ce bloc unifié. Et ce qu'on a vu en mars 1999, c'est une autre version du Bagdad Ban, mais via les oléoducs et les gazoducs qui devaient passer par la Yougoslavie. Milosevic ne voulait pas, on lui a cassé la gueule. Et à peine la Yougoslavie écrasée, le Kosovo a accueilli la plus grande base américaine d'Europe, Bond Steel, qui est le premier employeur de Kosovars et qui est une vigie pour surveiller les oléoducs et les gazoducs qui passent dans la région, Turquie, etc. Voilà. Donc c'est le Bagdad Ban version moderne. Mais il faut bien comprendre, Bagdad Ban, vraiment, je peux vous raconter cette anecdote. Il y a quelques années de ça, enfin il y a 2-3 ans de ça, j'étais à l'aéroport de Francfort et j'avais une correspondance à prendre. Et pour tuer le temps, je vais dans la librairie et vous aviez la revue Géo, la version allemande.
dirigé par Bertelsmann. Bon. Et c'était la revue Géo consacrée à la Turquie, avec l'Empire ottoman, etc. Et vous aviez un DVD consacré au Bagdad Ban. Vous n'aurez jamais ça en langue française. Jamais. J'ai acheté le truc et j'ai vu voilà, il y a tout l'historique, etc. Donc, dans l'aéroport de Francfort, je me suis acheté l'histoire de Bagdad Ban via le DVD. Enfin, je connaissais l'histoire évidemment, mais quand je me suis dit, ben, on va voir. C'est pas du tout ce qu'a raconté. Voilà, en France, ça fait absolument on est ignorer. à côté de la plaque. Et donc, vraiment, chers auditeurs, vous de Méta TV, je vous demande de vous intéresser à André Sheradam, le plan pan-germaniste démasqué, ou bien je vous ai cité le livre récent de William Engdahl, Pétrole, Histoire d'un siècle, qui est sorti en 2004-2005, qui est extraordinaire, qui raconte de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, enfin début du 21e siècle, et qui entre autres explique le Bagdad Ban. Bah oui, mais comme par hasard, ces universitaires, qu'ils soient anglo-américains ou allemands, bah oui, ils connaissent, nous Français, on est... Bon, bref. Alors, je crois qu'on va faire une petite pause. Parce volontiers, j'ai rien contre. À la régie, alors on va faire une petite pause. On avait concocté, je crois, des petites vidéos tout à l'heure. Oui. On va se regarder ça. Regardez bien ces vidéos, on les a choisies amoureusement. Voilà, donc désolé, c'est pas sous-titré. On s'arrangera pour les repasser sous-titrés. L'image suffit. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, mais l'image est très très parlante. Voilà. Donc, n'allez pas aux toilettes, vous regardez ces vidéos. Vous regardez les vidéos, puis on revient juste après. À toi, Steph. The Pope welcomed Kazakh President Nursultan Nazarbayev to the Vatican. During the meeting, the President and the Pope touched on issues like interreligious dialogue, the promotion of peace, and the economic crisis. Both leaders also talked about Kazakhstan's chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe, or OSCE, which is set to take place in 2010. In highlighting Kazakhstan's current affairs, they also spoke about the peaceful relations that exist among members of different religions in the country. In the exchange of official gifts, President Nazarbayev gave the Pope a replica of the Palace of Peace and Reconciliation, a modern pyramid in Astana, the capital of Kazakhstan. In return, the Pope gave him medals from his pontificate. There are some 15 million people in Kazakhstan, of which 250,000 are Catholic. John Paul II was the first Pope to visit the country in 2001. In times of turmoil in the Middle East, Jews and Christians in Argentina held a ceremony to show the world that it's possible to live in peace. An Argentine cardinal, who was almost elected pope, celebrated Hanukkah in a Jewish temple in the presence of leaders of other religions. A family photo rarely seen. Rabbis, Catholic priests, and Afro-Brazilian religious leaders standing side by side in a Jewish temple celebrating Hanukkah. Together they prayed for religious freedom and tolerance in the world. Some chanting in Hebrew, others in silence, all asking for peace in their own words. Argentina is a cultural melting pot. Our religion, Umbanda, comes from Africa. But Africans and Jews have a lot in common. Our people were persecuted throughout history. The guest of honor of this interreligious ceremony was none other than Cardinal José María Bergoglio. The Archbishop of Buenos Aires was the second most voted candidate to succeed Pope John Paul II in 2005. And God said, "Let there be light." He spoke about the holy light shining on all mankind alike and lit a candle. December is a especially festive month in Buenos Aires as Argentina's Christians and Jews celebrate both Christmas and Hanukkah. It is common to see Christmas trees and giant menorahs in public squares and caravans of smaller menorahs on the capital's main avenues. No effort is spared when it comes to lightening up the skies. Let us light the candles for peace, pluralism, and peace among all people, no matter their religions, their beliefs, and their ideologies. It's still too early for Santa Claus to wander around the streets of Buenos Aires, where temperatures at this time of the year can reach 35 degrees centigrade. But in this square, Barney the friendly dinosaur hopped off a city tour bus for children and joined the festivities. This is very special, like I think any of the 5,000 places that we celebrate Hanukkah in public, even in Russia, even in places like Nepal,
or in places that like you could think that they will be ashamed to show that they are Jewish. But here, again, we are proud and all the people are very happy. Argentina is known to be a melting pot of different cultures and religions. 9 out of every 10 Argentines are Catholic, but the country also had a Muslim president, Carlos Menem, in the 90s, and it's the home of the largest Jewish community in Latin America. Monica Yanakiev for JN1 in Buenos Aires. The Bush administration's open borders policy and its decision to ignore the enforcement of this country's immigration laws is part of a broader agenda. President Bush signed a formal agreement that will end the United States as we know it, and he took the step without approval from either the U.S. Congress or the people of the United States. Bill Tucker reports. The Security and Prosperity Partnership of North America sounds benign, hardly like a policy that critics call NAFTA on steroids. It's a deal that few have even heard of. It's being done again by very few people at the very top on behalf of the investment class, but the working class of people. Political officials across our country, from communities, from cities and so forth, they don't know anything about this. Yet it was agreed to by Mexico's President Fox, Canada's Prime Minister Martin, and President Bush in 2005. Administration officials counter their critics by saying everything about SPP is on the White House website. And they say the partnership is not a treaty, but more of an outline of priorities between the United States, Mexico, and Canada. Still, some wonder why there haven't been public discussions about the goals being pursued. This SPP includes, for instance, a committee that is sitting down to harmonize our meat inspection and food safety. So how far away from a trade agreement can your dining room table and what you feed your kids be? Other parts of the agreement mention border security as an issue, which include all of North America. In fact, the name of the agreement is not Security and Prosperity of the United States, but of North America. When we are elected officials, we expect them to act on our behalf. When we get involved in cooperative frameworks with other countries for joint regulation of fisheries or rail transportation or the skies, we're basically sharing our sovereignty with that government and outsourcing some of what we give our elected officials. As disturbing as some find SPP, there is legislation in the House introduced by Florida's Katherine Harris that closely resembles the goals of the partnership. Included in that bill is a section which calls for the securing of Mexico's southern border by the United States and Canada. Lou, that's not the border with the United States, that's the border they share with Belize and Guatemala. The idea that the White House would respond that this is on their website, this involves intricate workings amongst the Commerce Department of this country and Canada and Mexico's, of course. A regional prosperity and security program. This is absolute ignorance. And the fact that we reported this, we should point out, when it was signed. But as we watch this thing progress, these working groups are continuing, they're intensifying. What in the world are these people thinking about? Well, they say, look, these are a declaration and an outline of our priorities. And when I called them today, Lou, they said I was the first phone call they had received literally since the deal was first signed. So people are not paying attention, and they're letting them, in fact, get away with this. You know, I was asked the other day about whether or not I really thought the American people had the stomach to stand up and stop this nonsense, this direction from a group of elites in absolute contravention of our law, of our Constitution, every national value. And I hope, I pray that I'm right when I said yes, but this is beyond belief. Bill Tucker, thank you very much. It brings us to the subject of our poll tonight. Do you think maybe somebody should take a vote if we're going to merge the United States with Canada and Mexico? Maybe, you know, people like you and me vote. Yes or no? Please cast your vote at LouDobbs.com. We'll have the results here later in the broadcast. Coming up, a measure to raise wages for the